Bienvenue à tous dans le 11e épisode de Radio Thermopile. Moi c'est Dagon et aujourd'hui pour m'accompagner donc on retrouve Adoc. Salut à tous, ravi de revenir. Et cette semaine on a un invité un peu particulier puisque pour la première fois vous allez entendre notre ami Darius. Salut. Voilà. Darius qui, et vous comprendrez rapidement, est spécialiste du sujet qu'on va aborder aujourd'hui. Comme annoncé, on va parler aujourd'hui de la question des baby-boomers, du baby-boom, de cette génération, en gros, de ce qu'il définit et de ce qu'ils ont apporté à l'histoire de notre pays. Et il s'avère que Darius est un boomerologue certifié avec un doctorat de l'université de Nice, une grande ville de boomers. Voilà. Oui, c'est ça, une double doctorat même. Voilà, donc ça va être un épisode avec un invité de marque qu'on va essayer de reproduire à l'avenir. Alors, est-ce qu'on a des annonces à faire? Pour l'instant, pas, vraisemblablement pas trop. Alors, malheureusement, cette semaine, Anya et Derek ne pouvaient pas être là. Mais voilà, ils avaient une excuse. J'ai eu un mot de leurs parents, donc ça va. Voilà, de toute façon, on dit Walla. Voilà, c'est ça. Ils avaient une dispense. Voilà, ils sont passés à la vie scolaire, c'est bon. Donc voilà, donc le sujet d'aujourd'hui, ça va être les baby boomers. Puisque, alors c'est un truc qu'on commence un peu à remarquer pour l'instant dans les discours politiques un petit peu marginaux pour l'instant, mais à mon avis qui vont tendre à se normaliser. C'est surtout sur Internet pour Ouais, l'instant. sur Internet aussi, où il y a beaucoup de gens, donc notamment de nos générations, puisque on n'appartient pas tous à la même derrière le micro, mais vous allez comprendre, qui commencent à critiquer en fait les baby boomers et à considérer que c'est un sujet important, puisque c'est quand même un truc qui a été à peu près intégralement occulté de toutes les explications sur l'état de notre pays depuis assez longtemps. C'est très récent. Hein. Oui. En tout cas, en France ou en Europe, c'est hyper récent le sujet. Voilà. Et là, le but, c'est de faire un travail d'avant-garde, n'est-ce pas, d'élever le débat. Et en même temps, il est normal qu'on n'en parle pas trop, puisque électoralement, il représente une grosse part qu'il faut séduire. Exactement. Donc lui cracher dessus ne servirait pas à grand-chose. Mais poliment. Voilà, mais poliment, toujours dans le respect du logo. Dans le respect citoyen. Et dans le respect du citoyen, voilà, c'est ça. Ce sera éco-démocratique. Et donc, le but, c'est d'analyser un peu les tenants et les aboutissants de cette génération et de voir ce qu'on peut en dire. Parce qu'à mon avis, la grille de lecture générationnelle a un pouvoir explicatif important sur beaucoup de phénomènes aujourd'hui. Ouais. Et donc l'occulter, on ne comprend pas certaines choses. Donc peut-être pour commencer par les bases, définir tout bêtement qu'est-ce qu'un boomer. Voilà, ce que sont les baby boomers ou qui ils sont. Donc en général, une génération se définit donc par deux bornes logiques. Entre lesquelles donc une certaine cohorte de la population est née et on va lui donner donc l'étiquette de cette génération et donc pour les baby boomers, alors l'étiquette, les bornes qui ressortent le plus souvent, c'est l'immédiate après-guerre jusqu'au début des années 60. Donc en gros ça va être 1946-1964 ou 1945-1965 parce qu'évidemment, étant donné qu'on parle de choses qui ont à voir avec des mouvements sociologiques et culturels, on n'est pas dans des barrières hyper solides non plus. Oui, il y a quand même une certaine fourchette. Hein. Voilà, évidemment. Mais voilà, en gros, si vous êtes né entre 45 et 65, cet épisode vous est dédié. Voilà. Vous êtes un boomer, bienvenue. Voilà, gros bisous. On vous adore. Vous êtes un boomer. Alors, on peut directement parler des autres générations, puisque je pense qu'on en parlera plus tard dans les autres, au cours de l'émission. Mais on peut présenter peut-être un peu les bornes. Ouais, donc Adoc, voilà. Donc moi je suis un expert générationnel. Ouais, il a travaillé. Donc après les boomers vient la génération X, qui elle par exemple se fait appeler Baby Bust, puisque le boomer ne faisant pas d'enfants, là il y a eu moins de naissances sur cette génération. Ensuite il y a la génération Y qu'on appelle aussi les milléniaux ou les millennials. Est-ce que tu pourrais donner les bornes s'il te plaît? Oui, pardon, j'ai pas donné de bornes, merci de me le rappeler. C'est entre du coup 65 et 80, début années 80. Ensuite vu que c'est barrière molle, oui. Voilà. La génération Y, elle, c'est communément admis début 80 jusqu'à la moitié des 90, voire jusqu'à 2000 pour certains. Et puis ensuite la génération Z, donc c'est dont moi je fais partie, qui est post-95 et qu'aujourd'hui on ne pourrait pas vraiment encore définir puisque on ne sait même pas si elle est finie. Oui, de toute façon, pour définir la génération, il faut qu'en gros tous les marqueurs culturels importants soient faits, grandes dates, et puis après on va parler que ça rentre en quelque sorte dans l'histoire en fait. Oui, voilà, c'est ça. Que ça sorte de l'actualité. Voilà. Et donc chaque génération va se définir donc en général par un poids dans sa démographie, puisqu'évidemment elle n'est pas représentée également, et en général par une culture qui va la définir, des événements communs qui ont été vécus et qui vont cimenter une vision du monde assez proche, assez singulière, et puis par des choix politiques historiques. Et donc ce qui explique le baby boom, pourquoi cette génération,
c'est qu'à la fin de la guerre, alors il y a plusieurs explications, mais bon, ça c'est le moins important. Toujours est-il qu'on a eu une explosion du nombre de naissances, ce qui fait qu'évidemment, ça a d'un coup donné naissance à une cohorte générationnelle très importante dans la population, qui arrive au monde après la Seconde Guerre mondiale, et qui est née des gens qui l'ont faite, essentiellement. En tout cas, qui l'ont vécu. Et surtout, tu as aussi en France, c'est-à-dire qu'en France, de 1918 à 1940, on reste à 40 millions d'habitants. Et là, d'un coup, on arrive, on a un gros, c'est le baby-boom. Il a vraiment été significatif en France, plus que dans d'autres pays en Europe, en tout cas. Et oui, parce qu'une des particularités donc, du baby-boom, c'est que encore aujourd'hui, c'est la cohorte d'âge la plus importante dans notre pays. C'est-à-dire que les gens nés entre 45 et 65 sont les plus représentés en France aujourd'hui, parmi les Français vivants, s'entend. Et du coup, c'est une explication majeure, puisque ces gens-là qui ont vécu des choses proches, qui se sont reconnus dans des moments historiques particuliers, vont avoir une vision du monde, vont faire des choix qui, bien évidemment, pendant leur jeunesse, mais bien évidemment après, et qui vont évidemment se répercuter jusqu'à notre époque. Et donc, quelque part, et c'est ce qu'on va essayer de décrypter dans l'épisode, on vit dans un monde de baby-boomers aujourd'hui, qui a été le leur, et qui l'est encore. Et celui qu'ils ont voulu aussi. Voilà, c'est ça. Et donc, voilà, donc la grande génération du baby-boom très importante, qui va créer donc un déséquilibre générationnel, c'est-à-dire que plein de jeunes qui débarquent en même temps, et puis d'autres générations plus réduites, donc la génération X, qu'on a parfois appelée la génération silencieuse ou la génération perdue, parce que c'est une génération qui pour le coup était un peu particulière, parce qu'elle n'a pas eu de grande guerre, elle n'a pas eu de grand épisode à son époque, c'était un peu étrange. Moins nombreuses, très souvent dans l'ombre en fait des boomers. Et on pourrait en parler un petit peu après, mais qui a vécu un petit peu dans la transition molle de l'ancien monde et du nouveau. Et puis on arrive, c'est surtout aussi après les 30 Glorieuses. Aussi, donc c'est vraiment ces générations chômage. Ah oui, non, tout à fait. C'est la génération du coup qui va inventer le grunge et tous les mouvements comme ça. C'est le grunge, c'est vraiment la génération qui invente l'underground, vraiment. Et puis du coup, les générations X, on voit très bien que c'est une génération qui se débarrasse de l'optimisme des boomers, puisque une des particularités de la culture boomer, c'est la joie de vivre. Oui, c'est un optimisme assez agressif d'ailleurs. Tous les slogans interdits d'interdire, jouir sans entrave. Oui, c'est ça, c'est la joie. Une jovialité conquérante. Voilà. Et après, donc il y a ma génération qui est la génération Y, les fameux millennials. La mienne aussi. Voilà, qui est une génération assez particulière, puisqu'on sent bien que nous, on n'a pas connu le monde d'avant, mais on n'est pas non plus né dans une période de grosse crise comme les Gen Xers. C'est ça. Donc c'est un peu étrange. Une génération, notamment qui a poussé la justice sociale, on peut être fier de nos amis. Ah oui, j'adore. On a été très bons là-dessus, on a inventé le dubstep. On a fait des grandes choses. Et après la génération Z, les Zoomers, on pourra en parler à une autre occasion, mais moi je place pas mal d'espoir dans les Zoomers. Oui, qui sont déjà plus radicaux. Ouais. Franchement, ils assument à discours. C'est exactement que ce que j'avais. Une droite bien plus assumée que ta génération et la mienne. Dans tous les engagements politiques, en fait, elle s'engage pas tant que ça. Mais dès qu'elle s'engage, c'est beaucoup plus radical qu'avant. C'est le discours. Le discours qui simplement plus à droite. Parce que je pense que c'est aussi à force de vivre dans un monde de centristes qui n'ont absolument, dont on a la sensation qu'ils n'ont rien changé. On se dit, il faut quelque chose de plus radical, quelque chose qui veut du vrai changement, quelque chose dont le discours pète complètement tout ce qu'il y avait. Je ne saurais pas te dire, par rapport à ce que tu appelles les zoomers, peut-être un peu tôt pour faire une analyse sur eux. Ouais, à mon avis, là, l'expérience sera intéressante dans les quelques années à venir. Les zoomers parleront d'eux-mêmes sur Radio Thermopyle en 2032. Ad-Hoc pour faire une émission spéciale zoomers. C'est moi qui les formerai. Voilà, c'est ça. Mais donc, voilà, on voulait parler des boomers, les fameux boomers. Donc, ces gens qui sont nés donc, dans ces dates qu'on a définies, alors souvent, la question se pose, est-ce que les baby-boomers sont les 68ards ? Oui. Pas tout à fait. C'est-à-dire que, oui et non. En fait, tous les 68ards sont des boomers, mais tous les boomers ne sont pas des 68ards. C'est ça. Pour des raisons finalement assez logiques. Mais 68 est arrivé à un moment où, pour participer à ces événements, du côté des révoltés... on va dire entre 16 et 22 ans. Ouais, soyons gentils, vous pouvez même élargir, 18. Mais en tout cas, il fallait faire partir de la génération du baby-boom. Par contre, effectivement, il y a des gens qui étaient de l'autre côté, qui du coup n'étaient pas idéologiquement des 68ards, même si on va trouver entre ces boomers de gauche qui finalement sont les 68ards et les boomers de droite des proximités dans une certaine vision du monde qu'on pourra décrire. Et donc qu'est-ce qui a défini finalement la culture du boomer, qu'est-ce qui définit leur époque? Alors, à mon avis il y a plusieurs trucs. Premièrement, c'est une génération qui, après la fin de la Seconde Guerre mondiale,
a connu un monde dans lequel il n'y avait plus de guerres de grande ampleur. C'est-à-dire qu'en fait, les dernières guerres, c'était les guerres de décolonisation qui étaient... Oui, c'est ça. Alors, déjà, sachant qu'ils ne l'ont pas connu, oui. C'est leurs parents, ou peut-être plutôt leur oncle. C'est en gros, celui qui a fait la Seconde Guerre mondiale, c'est le grand frère. Celui qui a fait l'Indochine à l'Algérie, c'est le petit frère. Oui. Grosso modo. Ouais, donc, eux n'ont pas connu, ils n'ont pas vécu. Oui, c'est ça. Et en fait, ils ont connu l'apparition de la société de masse en Occident, avec les médias de masse, parce que là, c'est eux qui ont vécu la transition de l'arrivée de la télévision. Oui. Puisqu'avant, le média de masse, c'était la radio. C'était la radio. Eux ont vécu l'arrivée de la télévision, c'est pour ça que d'ailleurs, c'est la cohorte d'âge qui la regarde le plus. C'est un truc qui est très frappant quand on regarde la sociologie des pratiques culturelles en France. C'est les baby-boomers qui sont accrochés à leur télé tout le temps. C'est des gens qui ont connu tout le monde, on va dire tout ce qui est émergence de la grande distribution, des grandes villes, la voiture. En fait, ils ont vécu véritablement le dernier stade de la modernité, avant la postmodernité, c'était eux. Ça a été une orgie de modernité pour la génération des boomers. Progrès technique, croissance avec les 30 glorieuses. Ils ont bien aimé d'ailleurs. Voilà, c'est ça. Oui, ils ont bien profité. Tout à fait. Émergence de la société de la classe moyenne, c'est avec eux. Donc disparition progressive du monde paysan, une société qui est encore très industrielle, avec une classe ouvrière très puissante, etc. Et en fait, ils vont vivre dans ce truc-là, dans une génération qui est hyper représentée. C'est-à-dire qu'il y a une invasion de jeunes dans la société française, dans un contexte d'éclatement des structures traditionnelles par les mutations de l'économie et de la société. Un monde qui en fait est déjà un peu chancelant, parce qu'en fait on a beau être à l'époque de Gaulle, il est déjà bancal. Voilà, on voit déjà que c'est un colosse pied d'argile, ça va plus tenir très longtemps. Et en fait dans ce contexte-là, à mon avis 68 a été beaucoup plus une conséquence qu'une cause, ou plus ou moins un symptôme. Oui, parce que la cause en elle-même, comme on dit, voilà, t'as une manifestation étudiante, ensuite la tentative de récupération chez les ouvriers qui est un échec, puisque je me rappelle plus, c'était qui? Non, je me rappelle plus, mais il y en a ceux qui essayaient de récupérer par les ouvriers. Il y avait une tentative de joindre le cortège étudiant. Ils se faisaient littéralement huer par la classe ouvrière. Et après, et au bout de quelques jours, il y a eu une manifestation pour le général. Donc, techniquement, sur les jours, mai 68 peut ressembler à une défaite. Oui. Mais les répercussions sont énormes. Et c'est-à-dire qu'en fait, si on considère que ça avait une tentative de révolution, ça a été un échec, puisqu'il n'y a pas eu a priori de prise de pouvoir ni rien. Non. Par contre, effectivement, dans certains domaines particuliers de la société, que sont l'université, là où c'est très clair, et la culture aussi, effectivement, c'était une victoire retentissante, puisque très nettement, et les gens qui ont vécu cette époque-là, qui n'étaient pas des 68ards le disent, effectivement, ça a complètement déglingué tout le système d'éducation supérieure français, dans ce truc pourri par l'extrême gauche, avec cette espèce d'égalitarisme mou. Se référer à notre épisode sur l'école, justement. Voilà. Oui, mais c'est ça. Hein, la victoire du relativisme, une sorte l'égalitarisme forcé. Une propagande molle, un peu diffuse, mais quand même bien là. C'est vrai qu'effectivement, ça a été un c'est à mettre au palmarès des boomers, effectivement. Et d'ailleurs, ils en sont toujours très fiers. Ah, c'est leur grande victoire. C'est leur très très grande victoire. Moi, je me souviens, mai 2008, donc j'étais encore je devais être au collège. Alors, il y avait, c'était je crois que c'était les 50, c'était les 50 ans de mai 68. Alors, évidemment, 40 ans. Les 40 ans non. 40 ans, oui. Oui, 40 ans pour moi, de mai 68, donc il y avait plein, il y avait dans tous les couloirs, il fallait faire des choses, il fallait faire des dessins, prendre des photos, faire des montages. Voilà, c'était vraiment encouragé par les profs. Fallait faire gaffe aux profs à qui si t'étais contre mai 68, il fallait faire attention à ton prof. Je dois avoir 14 ans à ce moment-là. Mais c'est vrai, c'est leur grand-messe, c'est-à-dire qu'à chaque fois dans les repas de famille, les célébrations, les trucs, il y aura toujours un enfoiré de 68ards en claquettes et camping-car qui va débarquer et nous expliquer que vraiment lui s'était battu, quoi, et ça c'était vraiment de la lutte, et nous on était rien que des branleurs à rester sur le smartphone. Moi j'ai fait la guerre en mai 68, quoi. Voilà, c'est ça. J'ai jeté des pavés sur la police, je suis un gros gars. Je suis un guerrier. C'est un rebelle, c'est un Tug Life. Voilà, c'est ça. Et il y a toujours cette idée de s'enorgueillir de cette espèce de révolution factice. Ah oui, parce qu'il y a quelque chose quand même à savoir sur Boomer, c'est que tout lui est dû. C'est-à-dire qu'il ne voit la vie qu'à travers ses droits. Pas jamais à travers ce qu'il doit faire, mais ce qu'on lui doit à lui. Ou ce qui lui a été transmis. Et c'est logique en fait, parce que c'est une génération qui s'est définie par sa rébellion contre les parents. En gros, c'est papa, je t'emmerde, la génération, tu vois. Ah oui, complètement. Et du coup, c'est très intéressant parce que beaucoup des choses dont ils s'enorgueillissent, donc ça va être le fait d'avoir un pays très socialisé pour la retraite, la sécu, l'exception culturelle française. Ce qui est marrant, c'est que tous ces trucs-là viennent de Vichy, c'est quand même amusant. Oui, c'est ça. Qui ont été, on a changé le nom à la Libération et tout ça,
par le CNR, mais en gros, la retraite par répartition, ça vient de là, le salaire minimum sur tout le territoire, ça vient de là, la Sécu, on pourrait prendre le CNC. Mais non, ce sont les boomers. Voilà. Et donc, ce qui est très drôle, c'est que cette génération qui a fait le jeunisme permanent et qui s'enorgueillit d'avoir dit merde au pouvoir, il se voit toujours comme David contre Goliath. J'ai dit merde au général, moi. Voilà, c'est ça, papa pue, comme vous le voulez le slogan. Et en fait, si on les écoute, ils ont tout mis en place et on devrait leur être reconnaissant pour au moins 3 millénaires. Et au bas mot. Parce que grâce à eux, nous profitons de 3 millénaires de liberté sexuelle, individuelle. Tu peux fumer si tu veux. Oui, voilà, on peut fumer. Voilà. On peut fumer d'ailleurs. Non, mais c'est ça. Et ce qui est intéressant, c'est à quel point cette génération vit dans la négation intégrale de la réalité. Quoi. C'est-à-dire que ces gens-là qui ont vécu, ils comprennent vraiment pas le monde dans lequel ils vivent. Non. C'est une des choses qui les définit de manière radicale. Ils ne comprennent rien au monde actuel. C'est-à-dire qu'ils ne comprennent plus le monde dans lequel ils vivent, surtout. Et aussi parce que dans leur grande majorité, comme finalement tout leur a été donné, puis ils ont vécu les 30 Glorieuses, le plein emploi, finalement ce sont des gens en grande partie médiocres. Oui, non mais c'est vrai. Ce sont des gens médiocres. C'est vrai que, étant donné qu'ils n'ont pas eu leur guerre, ils n'ont pas eu leurs difficultés... Rien n'a été fait, les événements étaient tels, rien n'a été fait par eux ou pour eux pour s'élever. Oui, c'est-à-dire qu'en fait on s'améliore quand on a des défis ou des challenges, voilà. Mais eux sont dans une société qui est déjà en plein éclatement, dans une cohorte générationnelle hyper représentée, et tout ce qu'ils demandent en gros c'est à jouir en paix, et ils prennent ça pour une grande rébellion. C'est leur rébellion. Voilà, c'est ça, c'est vraiment le combat. Ce qui est faux d'ailleurs, jouir en paix... En fait, mai 68 n'a même pas amené la libéralisation sexuelle, elle a juste amené le porno. Oui, parce qu'en soi, on considère que c'est la pilule qui a fait le travail. C'est-à-dire que même s'il n'y avait pas eu Nanterre, avec la pilule, le travail aurait été fait. Oui. Quoi qu'on pense dessus, c'est pas la question, mais voilà. Mais oui, effectivement. Et du coup, ces gens qui sont très sentencieux, très dans le fait de donner des leçons. Et c'est intéressant parce que quand on les écoute, ils étaient à une époque remarquablement difficile. Et aujourd'hui, on n'est rien que des branleurs. Quoi. D'ailleurs, ils nous diront en commentaire sûrement. Ils nous diront, vous êtes que des branleurs, allez vous trouver un vrai travail. Faire des vidéos sur le YouTube, ça marche pas. Les 35 heures, je les ai faites. Et je n'avais que 5 semaines. Oui, c'est bien. Nous, la plupart de la majorité des jeunes aujourd'hui, ils sont intérimaires, ils n'ont pas de vacances tout simplement. C'est ça. C'est-à-dire que en fait, les baby-boomers, leur arc générationnel, ça a été de défaire leurs opportunités pour profiter de ce qu'ils considéraient comme des conquêtes morales ou sociales, tout en sapant la branche des générations à venir, puisqu'en fait, ils ont semé les graines de toute la déstabilisation sociale, économique, identitaire qu'on connaît aujourd'hui. Quoi. Oui, c'est je prends tout, et puis ce qui viendra après, c'est pas mon problème. Démerdez-vous. Voilà. Démerdez-vous. Il y en a même qui ont dit que c'était une génération... la télé, et puis je continue à voter. Il y en a qui ont dit que c'était une génération de Gengis Khan, là où elle passait, plus rien ne repoussait. Oui. C'est pas faux, parce qu'on peut faire un inventaire assez rapide sur la question de l'économie qu'ont fait les boomers. C'est-à-dire qu'ils ont fait Ils ont travaillé, mais il y avait du travail. En fait, c'est-à-dire qu'ils ont... D'un côté, ils ont socialisé l'intérieur de l'économie avec des réformes. C'est les années Mitterrand, ils en pouvaient plus, c'était hyper contents, c'était la génération qui votait PCF et tout. Mais par contre, tout en nous soumettant à la concurrence internationale avec le libre-échange, au nom de l'ouverture, il fallait pas faire du protectionnisme parce que c'est ce qui avait fait les guerres mondiales et toutes ces conneries. C'est-à-dire qu'ils ont complètement gobé ce discours-là. Et donc, t'es gobé entre les deux mâchoires, quoi. Socialisation à l'intérieur, libéralisation à l'extérieur. Et aujourd'hui, t'en payes le prix. Concrètement, les conditions de travail aujourd'hui sont assez lamentables. Ah oui. Et clairement. voilà, c'est-à-dire que on ne peut plus aujourd'hui vivre économiquement comme l'ont fait les boomers, c'est-à-dire tu fais pas de fac ou à la limite 2 ans de fac, t'as le même boulot pendant 30 ans, t'as ta retraite, t'es content. Oui, c'est impensable aujourd'hui. Et puis tu peux même pas prétendre, parce que certains boomers, il y a quand même quelques-uns qui ont fait des études, qui ont eu des diplômes, à dire voilà, je fais mes 5 ans et je commence avec un tel salaire qui était assez important, sachant que la génération précédente ce n'était pas le cas, puisque même avec un diplôme, ils commençaient par le bas. La plupart du temps. Là, eux, ceux qui ont fait des études, ils commencent par le haut, et puis forcément, pendant 30 ans, ils font le même boulot, ils sont à la bonne place. Oui, mais par exemple, le fait de pouvoir effectivement passer toute sa vie dans la même société, c'est plus possible. Ah non, c'est pas possible. Déjà, parce qu'il y a beaucoup de sociétés qui ne durent pas, surtout les petites sociétés, ou alors faut accepter d'être un chiffre et travailler dans une grande. Oui, mais de toute façon, c'est même plus possible. Tu passeras forcément par des périodes de chômage, d'inactivité, il faudra déménager. Les contractions de l'économie font que ta vie ne sert plus à rien, faut bouger si tu veux bosser. Maintenant, oui. Ouais, donc c'est vrai que déjà, ça, de ce point de vue-là, l'héritage a été assez clair. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en gros, les forces productives de la nation sont confisquées pour payer le système de retraite de gens. Des boomers. C'est ceux qui arrivent à la retraite maintenant. Oui. Et ils vont être très nombreux. Oui, parce que vu qu'ils sont très nombreux et qu'ils n'ont pas fait beaucoup d'enfants.
Voilà, il va y avoir un La retraite décalage va être dure à payer, de ceux qui doivent payer la retraite et ceux qui l'auront. C'est ce qui nous amène avec une parfaite transition sur un deuxième chapitre de l'héritage des boomers, qui était la question de l'immigration et de l'identité. Oui. Puisqu'effectivement, un des grands arguments pour justifier l'invasion migratoire en France, Il n'y a pas assez de jeunes. c'est de dire qu'il n'y a pas assez de force productive pour payer les retraites et faire tourner la machine. Eux n'ont pas fait d'enfants, et puis là, ces cons de jeunes, ils en font pas, et puis ils travaillent pas. Ils font que se plaindre de leurs droits. Bon bah boum, on fait venir des Africains ou des Maghrébins. Et eux quand même, ils savent travailler. Eux, ils travaillent, Voilà, franchement, ils font le travail que les Français ne voulaient pas faire. Voilà, c'est ça. Eux quand même. Enfin, qu'eux-mêmes n'ont pas voulu faire en Oui, plus d'ailleurs. Mais voilà, et donc c'est l'argument qui sert, quoi, parce que c'est systématique. Oui, mais qui va payer nos retraites? Oui, effectivement, bonne question. T'inquiète pas, Jean Cader ne paiera pas ta retraite, Régis. Voilà. Non, parce qu'on est déjà occupé à payer les retraites des Algériens qui vivent jusqu'à 120 ans. On va avoir du mal à payer la tienne, si tu veux. De toute façon, Jean Mohamed n'est pas déclaré, il bosse au black. Oui, voilà, ou alors il va faire du SMIC toute sa vie. Voilà, donc dans tous les cas, ce ne sont pas les seuls d'immigration qui paieront les retraites des boomers. Ce seront pas. En fait, ce seront nous. Bah, à mon avis, personne ne les payera de toute façon. Oui. Peut-être qu'il n'y en aura pas tout simplement. Oui, il y en a peut-être pour 10 ans encore, mais après de toute façon on ne pourra plus les payer. Il y aura un éclatement au niveau ou une canicule. Voilà. Alors, la sainte canicule. La sainte canicule qui fait partie du nouveau panthéon des Européens. Oui. Avant de défendre l'environnement, attendez la bonne canicule. Le dernier arrivé, voilà, c'est sainte canicule. Première du nom. Voilà. Donc voilà, sur le terrain de l'immigration, on pourrait aussi dire que c'est toute la génération du touche pas à mon pote. Oui. Aussi, puisque c'est les gens qui étaient nés dans un cosmopolitisme complètement débile, la fraternité universelle, Kumbaya. Oui, qu'ils n'avaient pas finalement. Parce qu'ils les ont pas connus. Donc ils ont grandi, voilà, au pire, il y avait qui? Il y avait quoi? Quand ils étaient jeunes, il y avait des Portugais, des Polonais, des Espagnols. Il y avait quelques Antillais, et surtout et des Italiens, mais majoritairement des Européens. Et puis même, c'est assez clair quand on regarde les archives de l'INA ou des choses comme ça. C'est à l'époque où la logique du nombre de l'immigration, qui est encore relativement faible, faisait que les quelques-uns qui arrivaient pouvaient à peu près être assimilés, même si ça ne marchait pas très bien. Mais au moins le travail était à moitié fait, donc les mecs parlaient français sans un accent complètement dégueulasse, etc. Ouais. Parlaient français déjà. Oui, alors, voilà, déjà. Bon, et il y avait cette idée qu'en gros, on pouvait ouvrir les vannes, de toute façon ça n'allait pas poser de problème, et puis c'est la faute au racisme. Voilà. Parmi les extra-européens qui ont pu venir aussi, ceux qu'ils ont pu connaître, c'était peut-être les descendants de Harki, d'Algérie, qui eux du coup n'avaient pas à la bouche comme nous aujourd'hui, les jeunes extra-européens qu'on peut côtoyer, qui n'avaient pas à la bouche le bled, à quel point c'est mieux, qui tirait son drapeau d'Algérie parce que son daron a failli se faire couper les mains. Mais j'y vais que 2 semaines par an. Voilà. Aussi. Oui, c'est ça. Et puis de toute façon, les jeunes maghrébins de l'époque n'étaient pas encore réislamisés comme aujourd'hui. Non, non, de toute façon, tu regardes. Il y avait ce discours de. Comment il s'appelait l'Égyptien là. Il est connu. Nasser Nasser, le discours de Nasser qui disait il manquerait plus que nos femmes soient voilées. Oui, c'est ça, et tout le monde rigole. Tout le monde rigole. Et ça, je crois que c'est les années 50. Nasser, ouais, c'est ça, 50-60. Ouais. C'est ça. Et aujourd'hui, voilà, là on rigole moins. On rigole moins. On ne rigole plus d'ailleurs. On le dirait même pas en France, donc en Égypte. C'est-à-dire que de ce point de vue-là aussi, ça a été dramatique. C'est la génération de l'ethnomasochisme aussi. Complètement. Puisque c'est eux qui vont systématiquement être dans cette idée de détruire le roman national, puisque quelque part dedans, c'est la figure de papa, c'est toujours ce truc psychanalytique un peu bizarre. Oui, il y a vraiment, il y a ce côté, putain papa je l'aime pas, bon, file-moi mon argent de poche quand même. Oui, c'est ça. Parce que j'ai pas trop envie de travailler, voilà. mais plus tard. Non mais c'est exactement ça. Et du coup c'est à eux qu'on doit toutes les conneries sur le socioconstructivisme à l'école. Oui là c'est putain je dois faire comme mon père, je dois faire le service quoi. C'est vraiment dire que tu parlais des archives de l'INA vraiment. Ouais. C'est-à-dire qu'on voyait, dire que tu vois vraiment l'évolution des différentes périodes du service militaire sur l'INA. Donc tu as le service militaire dans les années 60, 70, 80 et puis les dernières années, début années 90. À partir des années 70, alors dans les années 60 ils disent non, j'ai pas envie de le faire, mais je vais le faire et c'est normal. Alors à partir des années 70, c'est ah non, on s'emmerde, on n'a rien à faire, tout le temps on doit faire notre lit. Oui, c'est ça. Non, mais c'est complètement ça. C'est incarné aussi par un film comme Le Péril Jeune de Cédric Clapiche, qui est un bon film d'ailleurs, hein, mais qui incarne tout à fait ça. De quoi? Oui, j'allais dire oui. Mais donc qui incarne un peu ça, c'est-à-dire la génération de branleurs quoi. C'est-à-dire que tout ce qu'ils nous reprochent en fait, c'est eux qui l'ont vécu. C'est quand même franchement hallucinant quoi. Ah oui, c'est ça. Je ne l'ai pas fait, mais vous faites-le. Oui, c'est ça. Et en plus, vous ne le faites pas, selon eux. Non, mais voilà. Donc, alors, sur la question en plus migratoire, etc., donc bon, on a bien vu. Alors, oui, parce qu'évidemment, c'était une génération qui était déchristianisée, hein, évidemment. C'est la première génération à être déchristianisée.
Oui, et c'est notamment la génération qui va donner naissance de ce point de vue-là à tout ce qui va être Harakiri, Charlie Hebdo, tous ces insupportables cons de laïcards de gauche absolument mais imbuvables. Ah oui, c'est genre ça. le professeur Choron et tout, tous ces mecs qui prennent qui prônent un pseudo-anarchisme, Bakounine se retournerait dans sa tombe. Oui, tout à fait. C'est l'anarchisme des trous du cul qui font du shit. C'est l'anarchisme du branleur, hein, oui, clairement. C'est vraiment de la merde. Et c'est pour ça que d'ailleurs que tous les abrutis de boomers, c'est vraiment une référence qui fait consensus, c'est ça, c'est Charlie Hebdo et le professeur Choron, à l'époque Philippe Val, enfin c'est vraiment toute cette merde qui revient en permanence. Et puis Cohn-Bendit. Oui, alors voilà. Cohn-Bendit, le boomer par excellence. C'est ça. Lui, il a tout. C'est bien simple, il a le palmarès, il a toutes les médailles du boomer. C'est formidable parce qu'il incarne, c'est une synthèse. Oui. Il est 68 arts, en plus. Alors, il est 68 arts évidemment, gauchisme libertaire. Il est sexuellement déviant, je crois. Oui, on peut le dire, voilà, avec des goûts particuliers. Qui ensuite va faire la conversion à une forme d'européisme internationaliste vert, un peu marxiste, techno-jouisseur, enfin vraiment merdique. Qui en plus dit aujourd'hui, pour compléter le boomerisme, qui dit ouais non mais tu vois moi j'étais subversif, hein. Oui, tout à fait. Oui, il était subversif dans la masse. Voilà. Oui. Il était subversif. C'est-à-dire qu'à la limite, j'ai plus dans la génération de boomers de respect pour le vrai blond noir qui venait de la classe ouverte, d'ailleurs, qui a été méprisée par les 68 arts, parce que lui, pour le coup, il travaillait pour de vrai, et il n'en avait absolument rien à faire. Oui, et puis il passait pas son temps à se palucher sur les cours de l'ENS. De toute façon, déjà, il n'avait pas les moyens. Alors, sur la phénoménologie du peuple, quoi. Ouais, j'ai plus de respect pour ce type-là que pour un Cohn-Bendit qui faisait des études... qui a décidé d'être... Je crois qu'il était il était à la LCR ou pas Cohn-Bendit, je crois pas, non. Ou en tout cas, il devait avoir des liens. Ouais, mais c'est compliqué parce que c'est toutes les galaxies entre les trotskistes, les Mao et tout. Je crois qu'il était plus Mao. Voilà, et qui finit maoïste parce que j'ai l'argent. Oui, non mais... J'ai le droit. Oui, non mais alors, j'ai le droit. Mais c'est vrai parce que ce qui est intéressant avec tous ces boomers, et Guy Hockenheim l'avait écrit dans son bouquin, pour ceux qui sont passés du col Mao au Rotary, c'est une génération qui se prétendait d'un ethos révolutionnaire indomptable et qui se sont intégralement tous convertis à la conformité bourgeoise que soi-disant ils avaient été testés dans leur jeunesse. Ah, mais de toute façon c'est ça, c'est-à-dire qu'en 68 ils vendaient le petit livre rouge, véridique, et ils portaient des chemises façon le col Mao, voilà, c'est ce que tu venais de dire, à la Mao Zedong. Et maintenant on est des banquiers, on est des notaires, on est des... Et Cohn-Bendit, dans son exemple formidable qu'il a, il a fini à la République en marche comme tout bon boomer. Se doit de le faire. Comme tout bon boomer. Effectivement, c'est ça. Enfin, pas tous les boomers. Pas tous. Mais justement, on parlera de la question électorale chez les boomers, mais c'est vrai qu'effectivement, Cohn-Bendit, c'est ça. Et c'est d'ailleurs quelqu'un qui garde ce côté, cette attitude, je veux dire, psychologique chez les boomers, dans la manière dont il est, parce qu'on le voit beaucoup à la télé, donc on peut le regarder. Cette espèce de flegme, très fier de lui, on sent qu'il a une très haute opinion de lui-même, qu'à la limite quand il te laisse parler, c'est comme un privilège. C'est vraiment remercie-moi de te laisser parler, petite merde. C'est ça. Et puis alors toujours à donner des leçons, nous on a fait ça dans notre jeunesse et tout, c'est imbuvable au possible. C'est vraiment des gens insupportables à tout bout de champ et pour qui c'est très facile de défendre le côté révolutionnaire gauchiste quand ils étaient jeunes, et puis aujourd'hui de défendre la Commission européenne qu'ils trouvent formidable, ce que défendent en gros de toute façon le système économique globalisé, toutes ces saloperies, ils sont très contents. Quelque part ce qu'ils défendent en 68 ce qu'on a aujourd'hui, c'est la suite logique, puisque de toute façon c'était des bourgeois. Oui. Un bourgeois ne fait pas un prolétaire. Oui, non, c'est clair. Mais déjà, c'est sûr qu'il y a ça. Et à mon avis, c'est pas juste une question de classe, mais c'est aussi le fait qu'ils ont eu des conditions de vie, l'apparition de la société de masse telle qu'on la connaît aujourd'hui, qui les a complètement déglingués psychologiquement, et qui en ont fait des jeunes permanents, en fait. C'est ça. Et d'ailleurs, c'est clairement la génération qui a le mieux vécu. Je pense ne pas trop m'avancer, ne pas trop prendre de risques. Depuis très longtemps. Ouais, depuis très longtemps. Oui. Et ce qui est intéressant chez eux, c'est que ces gens-là sont la première génération qui refuse de vieillir. Oui. C'est-à-dire que dans toutes les autres générations, il y avait l'idée que on est notre jeunesse, très bien, après on fait notre truc, et puis après on transmet quelque chose. Et eux, ils refusent de vieillir. Ils refusent de vieillir, ils refusent de transmettre, ils refusent de faire des... Ils n'ont pas voulu faire des enfants. Et quand ils en faisaient, ils s'en occupaient pas. Oui, c'est ça. Puisque c'est soit la famille a 2 salaires, donc t'étais gamin, tu passais ta vie à la garderie ou à l'école. À la télé. Voilà, mais c'est pour ça que, à mon avis,
la France c'est le pays de l'OCDE où les écoliers passent le plus de temps au cours de l'année. Tout simplement parce que l'école fait office de garderie, c'est-à-dire que tu veux pas t'en occuper parce que tu bosses ou machin. C'est ça. T'envoies tes gamins, on s'en fout quoi. Mmh. Et il y avait toujours ce côté-là avec eux. Et c'est une génération qui n'a rien transmis, et c'est aussi pour ça, à mon avis, que les nouvelles générations sont aussi déstructurées. Ouais, alors évidemment, mais déstructurées, atomisées socialement et tout ça, parce qu'on n'était pas du tout socialisés par les générations de nos quelque part, parents, qui ont toujours un certain romantisme de la génération des boomers. Moins maintenant. Ouais, mais moi, je me souviens, quand j'avais il y a une dizaine d'années, les gens étaient quand même beaucoup plus romantiques de mai 68, de cette période. Après, je pense maintenant, aussi, beaucoup moins. Je pense aussi que ça, c'est dû au travail intellectuel de pas mal de gens, et notamment dans la filiation de Michel Clouscar sur la critique de 68 comme le moment libéral-libertaire. Enfin, il y a ce truc-là qui est revenu il y a 10-15 ans. Je pense que ça a aussi un peu déniaisé pas mal de monde peut-être là-dessus. Je pense, oui. Enfin, à mon avis, ça a dû jouer, quoi. Ce qui est pas plus mal. Non, ce qui est évident, ce qui est pas très mal. bien même. Et c'est pour ça que c'est très important quand vous êtes avec des boomers de systématiquement vous moquer de mai 68. C'est très important, c'est un devoir d'intérêt général. Ils vont virer au rouge là. C'est ça, là il faut être iconoclaste, il faut vraiment pisser sur leur héritage symbolique. Oui, parce que en plus maintenant les boomers, alors non seulement ils disent que nous ne travaillons pas, en plus ils disent mais moi à mon époque nous on s'amusait. Oui, c'est ça. Puis regardez les jeunes, ils font la morale, tout ça, qu'est-ce que c'est que ça? Regardez les jeunes, ils retournent à l'église, mais qu'est-ce que c'est que ça? Alors que nous on s'est battus pour dégager les curés. On ne peut plus y aller. C'est ça. Donc ça, c'est saleté de pédophile. Ouais, c'est ça. Et nous à l'époque on fumait de l'herbe qui fait rigoler en écoutant du rock. On écoutait like Rolling Stones, c'était génial. C'est ça, on allait à Woodstock. Oui, c'est ça. Alors là, ça fait partie pour moi, des mythes c'est le truc, culturels, c'est la définition du boomer, c'est le Woodstock, c'est c'est simple en fait. clair. Le boomer en fait se définit par une succession de moments historico-culturels qui forment en fait une mythologie de sa génération. C'est sa mythologie à lui, c'est son panthéon à lui, c'est-à-dire mai 68, Woodstock. Et il est toujours au milieu évidemment. C'est-à-dire qu'il y aura mai 68, il y aura Woodstock, il y aura le Vietnam, les hippies. Le Vietnam, on va dire, sur les boomers américains, Ouais, pour ça. En France, peut-être un peu moins. En France, moi je me souviens, parce que mes parents des fois m'en parlaient, déjà à l'époque il y avait des mouvements en France contre la guerre du Vietnam, soutien les comités Saigon et tout. Bon, il y avait tout ça, quoi. Et c'est toujours ce truc-là. Évidemment, grands amateurs de la décolonisation, même si c'est arrivé un peu avant eux, mais c'était très fier de cet héritage-là. Nous sommes la génération qui n'est pas colonialiste. C'est ça. En plus. On a expié les crimes de nos parents, quoi. Ah, de ce salaud de papa. Oui, voilà, encore papa, c'est l'enfoiré. Encore lui, hein. Mais il y a toujours ce truc-là, quoi, et c'est vraiment fatigant. Alors voilà, donc ça c'est un peu le côté culturel, etc. Alors politiquement, quels ont été l'héritage du boomer? Bon, on en a parlé pour les questions en gros migratoires, culturelles, l'économie vite fait. Bon, l'éducation, c'est eux qui ont déglingué tout le système, ce qu'à une époque on appelait l'élitisme républicain, c'est eux qui ont tout foutu par terre. Oui, les charnards de la République. Voilà, parce qu'en gros, c'était eux qui avaient poussé le collège unique, etc. Parce qu'il y a plusieurs chemins, quoi. Il y avait des gens qui faisaient des parcours courts, des parcours longs, on se disait, c'est pas un problème. Mais ils disaient que tout le monde doit aller au collège, c'est eux, du coup tout le monde va au lycée, du coup tout le monde va à la fac. Et tout le monde déjà tout le monde passe le bac, donc le bac ça ne sert plus à rien. Ça sert plus à rien, oui. Et la fac publique, El Famoso fac publique, où je sais pas combien d'étudiants en fac publique en France. Tu vas en avoir des centaines de milliers. En première année. Hein, première année, les premières années d'ailleurs. Ensuite, oui, parce que puis même une licence ne vaut plus rien aujourd'hui. Même un master, la plupart des masters, il y a tellement de différents masters, ça ne sert plus à rien. Ou alors, j'ai fait un bac plus 5 pour commencer à 1002. Oui, voilà. Au SMIC. Oui, et puis de toute façon, même si c'était économiquement intéressant, c'est un problème de faire que tu toutes les pans de ta jeunesse qui commencent à vivre leur vie après 5 ans dans un cocon. C'est ça. Et aussi des générations d'immatures. En dehors du monde professionnel. Tout à fait. Mais voilà, et ça c'est encore un héritage qu'on leur doit. Des boomers, merci. C'est aussi à eux qu'on doit comment on pourrait dire ça, la bureaucratie culturelle en France, avec toute la culture d'État. La fonction publique. Ouais, mais parce qu'avant, tu avais la fonction publique, avant Mitterrand, elle était nombreuse, mais les mecs étaient sûrs d'avoir leur taf, mais par contre, ils étaient pas très bien payés. À partir de Mitterrand, non seulement ils ont la sécurité, et en plus ils ont eu le salaire. Ouais, mais je faisais plutôt référence à tout ce qui était l'héritage de Jack Lang, Mitterrand et tout, la culture. C'est le fait que le ministère de la Culture, ça a fait de la musique, quoi. Le fait de te faire casser les couilles tous les ans le 21 par des mecs avec des groupes pourris. C'est ça c'est vraiment, les boomers sont vraiment très fiers, quoi. C'est le culte de la fête permanente, ils sont vraiment là-dedans. C'est vraiment, il y a n'importe quoi. En plus, alors, en soi, le 21 juin, avant c'était les feux de la Saint-Jean, avant c'était le solstice, mais non, c'est la fête de la musique. Leur sacralité à eux, c'est les Jones. C'est d'être Jones dans sa tête. C'est cool, on va fumer un coup, on va boire un coup, mais ça ira pas au-delà. C'est-à-dire que maintenant, non seulement, en plus par rapport au 21 juin, non seulement ils l'ont désacralisé, et en plus ils en ont fait de la merde.
mais c'est vrai, c'est-à-dire que la culture d'État, l'exception culturelle française, c'est que des trucs de merde qu'on doit à cette génération. C'est-à-dire le culte de Jack Lang, qui est quand même une saloperie de première. Ah oui, alors oui. Bah ça, c'est vraiment un des héros des boomers, quoi. Ah oui. C'est formidable. Clairement, oui. Il est cool, il baise. Ouais, c'est on fun. dira pas quoi. Ouais, c'est fun. On dira pas qui. C'est-à-dire que, voilà. Mais confisquer l'argent des gens qui bossent pour financer des monuments de merde par des gens sans talent, c'est effectivement. Ça me rappelle le sketch des Inconnus. Rappelez-vous que Jack Lang, lui, il fait bicentenaire. Giscard, il avait pas fait le bicentenaire. Hein. Ah oui, bah voilà. Voilà, ou même l'autre sketch des Inconnus sur l'art d'État avec le. C'est vrai que les Inconnus, c'était la génération qui arrivait juste après. Ouais. Et on voit, ils ont quand même une grosse critique, ils ont une certaine critique de ce que leur a donné cette génération-là. C'est vrai que je sais pas si c'était conscient chez eux ou volontaire, mais c'est vrai qu'en filigrane c'est tu très voyais net. Quand même qu'il y avait un certain qu'ils critiquaient cette espèce de nihilisme comme ils n'avaient rien que leur ont transmis les boomers. Ouais. Oui, non, mais c'est vrai. Les boomers ont transmis un truc, c'est l'adolescent qui chie sur ses parents. Enfin, oui, c'est resté aujourd'hui. Et ça, je pense que chaque génération là, depuis les boomers. Je pense. Mais peut-être qu'avant, s'il y en avait, avant, si tu veux, c'était pas déjà avant. T'as pas eu cette explosion de jeunesse. Exactement, et puis plutôt de jeunes parce que c'était pas vraiment une jeunesse. Puis tu vivais pas forcément une époque où il faisait bon vivre et où c'était simple, donc à mon avis, finalement voilà, au pire. Voilà, si c'était 50 ans avant, tu ouvrais ta gueule, tu finissais tambour dans un régiment à 14 ans, quoi, voilà. Oui, puis en fait, voilà, t'avais ce truc-là où faut pas confondre le fait, à mon avis, que la jeunesse, quelque part, a toujours été impétueuse en mal d'absolu, d'aventure, etc. Ça, c'est normal. Mais le délire pour la jeunesse de systématiquement dire merde à mes parents, je pense que ça, pour le coup, c'est vraiment la nouveauté des boomers qu'ils ont apporté, et surtout aussi qu'ils ont normalisé et présenté comme la Par norme. contre, ce qui est vrai, voilà, resté infini, en fait. qu'ils ont toujours dit, moi je me souviens d'un cours, on a toujours dit, genre là c'était sur les générations, et ils disaient vraiment, ils te parlaient genre d'un texte dans la Grèce antique, les jeunes ils travaillent plus, tout ça, genre soi-disant que toute une génération, on va dire, de la génération qui suit est forcément moins bien, et la génération, et toi, la génération que tu vois précédemment, tu vas forcément te rebeller, tu vas forcément dire que c'est de la merde. Oui, alors que non. Bah non. Non, mais ça c'est vraiment le truc des boomers où ils considèrent vraiment que c'est une permanence anthropologique. C'est eux qui ont la vérité historique. Voilà, ça, mais c'est la vérité vraie. Et c'est pour ça que c'est le mythe très important chez eux, où ils se voient toujours comme les rebelles en minorité contre l'ordre établi. Ça, le boomer, ce héros. Ce qui est particulièrement drôle quand c'est eux l'ordre établi par excellence, quoi. Ah oui. C'est eux qui ont toutes les places, ceux qui ont façonné le système économique. Actuellement, et politique. Oui, et encore pour quelques années. Oui. Ah oui, pour longtemps. C'est eux qui ont. Voilà, et du coup, on peut faire la transition sur le troisième truc. Ouais. C'est quoi la politique du boomer dans ses conséquences aujourd'hui ? C'est que, étant donné que c'est la cohorte d'âge la plus nombreuse et la plus civique aux élections, c'est eux qui participent le plus. C'est-à-dire qu'aux européennes, en moyenne, les mecs sont à combien ? Ils sont à plus de 65% de participation, la moyenne c'est à 50%, donc ça fait des grosses différences. En fait, tous les items politiques sont faits pour eux. Ah oui, c'est fait par et pour les boomers actuellement. C'est ça. C'est-à-dire qu'on a une sorte de gérontocratie molle qui dit pas son nom, qui est qu'aujourd'hui, pour comprendre pourquoi il y a une telle, comment on pourrait dire ça, neurasthénie, enfin pourquoi le système politique est aussi ankylosé, c'est parce qu'il faut pas contrarier les intérêts de cette classe d'âge, surtout pas, non. Qui a des intérêts et des valeurs bien identifiés et qui du coup peuvent pas être contrariés parce que sinon c'est la défaite à l'élection assurée. C'est-à-dire que Macron, c'est quoi ? On dit souvent, c'est ce que disait Zemmour, c'est l'alliance des bourgeoisies. Mais on pourrait dire plutôt, c'est l'alliance des boomers de gauche et de droite, Macron. Ah oui, complètement. Oui. C'est pas une alliance totale, parce c'est les acquis sociaux des boomers de gauche avec le libéralisme du boomer de droite. Oui, c'est ça. Avec le côté voilà, c'est ça. Avec la préservation évidemment des intérêts, donc c'est pour ça qu'il ne faut pas toucher à l'euro, parce que pour la retraite c'est désastreux, ça ferait de l'inflation. Il ne faut pas toucher touchez pas à ça, ça marche pas très bien, mais moi je veux ma retraite. C'est ça. Vous le changerez quand j'aurai claqué. Voilà, et puis à la limite. Ça pourra s'effondrer après, de toute façon j'en ai jamais rien à foutre de ce qui arrive après moi, donc quand je mourrai c'est pas grave. Voilà, et puis de toute façon les boomers sont tellement crétins politiquement en général, tellement ignorants, que les mecs vont voter Macron pour ensuite se plaindre d'une baisse de la CSG, quoi. Et donc c'est pour ça qu'on va voir dans tout le mouvement, notamment des Gilets jaunes, si vous vous souvenez, il y avait toujours un paquet de boomers qui étaient là, moi j'ai voté Macron mais j'ai une petite retraite, en et fait là, c'est ça, en fait, qu'est-ce qui a fait surtout qu'il y a eu autant de ces gens-là chez les Gilets jaunes? C'est la CSG. Bah oui. J'arrive avec ma retraite et d'un coup elle est pas bien. Je comprends pas. Je comprends pas, si t'as voté Macron. Mais c'est ça. Connard. C'est-à-dire que ils sont vraiment, politiquement vraiment ignorants.
Il a dit le gros mot. Non, mais c'est vraiment des gens ignorants politiquement. Ah oui, non, ignorants, parce que leurs références sont complètement bordéliques, ils n'en ont pas. Totalement contradictoires. C'est un mélange de libertarisme conservateur, à la fois petit bourgeois, qui se... Oui, c'est vraiment... On a vraiment le chef de rayon, tu vois. Ouais. Tu sais, c'est un peu le Gérard Jugnot dans les bronzés font du ski. Dire que tout ce qui... Mais vraiment, c'est lui. C'est l'espèce de petit chef de rayon, tout ce qu'il peut prendre... Tout ce qu'il peut faire, qu'il peut se sentir supérieur. D'ailleurs, tu le vois dans la scène avec celle qui fait le ménage. Ouais. Non, ou ceux qui n'ont pas encore dégagé l'appart. Ah oui, allez-y. Puis ils leur balancent leur jeu de société. Dès qu'il casse un truc, c'est pas son problème. Par contre, son salaire, il le veut. Hein. Son salaire et ses congés payés. C'est je vais payer. Non, mais c'est vrai qu'il y a ça. C'est-à-dire que... bon, c'est dramatique, mais c'est des gens qui vont être à la fois très contents, la rhétorique sur les acquis sociaux. Ah oui. Moi, j'ai toujours été cégétiste. Sachant qu'ils ne se sont jamais vraiment battus pour ça. Les vrais acquis sociaux, c'est les générations précédentes. C'est drôle parce que le cortège Gilets jaunes qui restait, c'était le cortège CGT. Hein. Celui-là qui a bien tenu, surtout à Toulouse. Qui était tardif pour venir, mais qui voulait pas partir. Oui, sachant qu'au début, Martinez ne voulait pas intégrer les Gilets jaunes. Parce que justement, dans la grande tradition boomer, pourquoi il détestait les Gilets jaunes dès le début ? Parce que c'était poujadiste. Ouais. C'était l'insulte qui ressortait, qui est vraiment la condamnation chez les boomers. C'est poujadiste, c'est-à-dire que c'est antifiscaliste. Alors eux sont très contents de payer des impôts, même s'ils bossent au black. Ça va être c'est xénophobe, ça pue un peu le terroir, quoi. Ça sent le mauvais pâté de chez Auchan. Ouais, ça sent le pétain, quoi. C'est suspect. Ouais, c'est suspect. Alors que c'est même pas ça, tu vois. Non, les sociétés n'ont jamais été suspects, non, absolument pas. Mais donc il y a toujours ce truc-là. Mais voilà, donc c'est une génération formidable. Génération magique. Voilà, et donc donc en termes d'offres politiques, qu'est-ce qu'on peut dire ? Bon, évidemment, l'AREM, c'est leur parti, il n'y a qu'à voir... Alors, principalement. Pas principalement. Mais c'est un boomer, si vous deviez parier sur le parti sur lequel il a voté, c'était l'AREM, c'était évident. Oui. Et notamment au second tour de la présidentielle, où les scores étaient complètement soviétiques. C'est-à-dire que c'était la génération où l'écart était le plus prononcé, parce que c'est tous les idiots qui ont été abreuvés au discours la jeunesse emmerde le Front National, CRSSS... Jean-Marie, il torturait en Algérie, machin, je sais pas quoi, toutes ces conneries. Ah oui, c'est ça, c'est... puis la génération Castor. C'est pas bien, non, il y a que tous ces slogans-là, c'est eux qui les ont créés, touche pas à mon pote... Oui, toute cette merde, c'est eux. Et ce qui est intéressant, c'est par exemple, en politique, le rapport à l'écologie, parce que c'est des gens qui sont à la fois, qui se réclament un peu de ça... Oui, d'une certaine écologie, c'est cool. Voilà, mais pas l'écologie quand même qui dérange un peu trop. C'est l'écologie qui modifie pas le mode de vie. C'est ça, l'écologie, bon, des taxes carbone, pistes cyclables, ça va. Oui. Mais après, faut quand même pas ça trop va, mais m'embêtez pas, j'ai pas envie... Par contre, son bateau de croisière, faut pas y toucher. Voilà, ne touche pas mon bateau de croisière et ne touche pas ma bagnole. Voilà. Parce que c'est aussi la génération bagnole. Voilà, parce que et ça c'est plutôt un truc de boomer de droite qu'un truc de boomer de gauche, qui est le climato-scepticisme, qui est un peu une pierre angulaire de leur croyance. Alors c'est pas du tout un truc fait... sur la base de faits nouveaux. Sachant que c'est des boomers, ça peut pas être quelque chose de très... C'est toujours forcément bancal. Voilà. Et pourquoi ils sont climato-sceptiques ? C'est juste parce que ça les empêche de consommer en paix, quoi. En toute jouissance. Ça leur empêche d'accéder à ce rêve hédoniste qui a toujours été le leur. C'est que, mais comment ça, je peux pas partir en croisière avec un 4x4, un camping-car je suis toujours parti à tel endroit dans toute ma vie, c'est pas parce que je suis en retraite que je le ferai plus. Voilà, c'est ça. Non, c'est ça. Et puis la vie commence à 50 ans. Hein. Ah oui, on est toujours Jones. Ça c'est eux, ça. Ça c'est connard. Mais je crois que chacun d'entre nous va les traiter de connard à un moment. Non mais c'est parce qu'ils le méritent. Non mais attention, hein, les boomers comme les immigrés, il y en a des biens, mais en général... mais c'est pas la majorité. Voilà. Mais oui, c'est ça. C'est que tout leur discours politique est toujours solipsiste, c'est-à-dire ils voient jamais plus loin que le bout de leur nez, quoi. C'est impossible de se projeter dans les chaussures de quelqu'un d'autre, d'essayer de comprendre un truc. C'est impossible. C'est la personne qui ne pense que pour elle-même et par elle-même. Ouais. En fait, elle l'analyse. Plutôt que de se mettre à sa place, elle analyse son comportement, elle va dire mais regarde, en fait, il fait ça parce que c'est comme ça. Parce que plutôt que de se mettre à sa place, il va dire je sais pourquoi il fait ça. Oui, c'est ça, c'est toujours la génération des psychanalyses faciles, l'accusation d'hitlérisme à tout bout de champ, c'est eux aussi. Oui, le réducto ad Hitlerum, oui. Voilà, parce que même les anciens, par exemple de l'après-guerre, qui avaient genre 50-60 ans, qui étaient dans les médias, n'étaient pas du tout dans ces accusations. Déjà, non, auraient eu des bonnes raisons de le faire. Déjà, ils étaient dans les médias, donc s'ils étaient dans les médias, c'est qu'ils avaient déjà un certain niveau culturel. Ouais. En général, si. À mon avis, c'est plutôt juste après-guerre, et puis même, c'était des gens déjà qui avaient peut-être une certaine retenue. Bah oui. Que n'ont pas les boomers. D'ailleurs, il suffit de voir sur les réseaux sociaux. C'est atroce. Facebook, le boomer Twitter, sur les réseaux sociaux, je crois qu'on pourrait en faire un épisode. Facebook, c'est vraiment leur média. Facebook, voilà, c'est ça. Oui, Facebook,
Il y a eu Facebook, là il y a Faceboom. Ouais, c'est ça. Alors les Facebook sont leurs médias. C'est que c'est un truc qui aujourd'hui quand même a peu d'intérêt pour la majorité des gens. Actuellement, non. D'ailleurs, ta génération à toi, Adoc, non, c'est vrai. Va de moins, presque plus même sur Facebook. En fait, quand on va sur Facebook, le boomer, lui, il fait encore un truc. Hein. Voilà, exactement. Le boomer, il fait un truc que ne fait plus du tout le zoomer, c'est commenter. Oui. Mais nous, quand on commente un truc, généralement, on tag un pote. Oui. C'est pour rire entre nous. Oui, c'est ça. Et là, non, lui, il commente parce qu'il est persuadé que son avis sur Internet est important. Voilà. Il faut qu'il soit entendu. Et je dois leur rappeler, chers boomers, quand vous donnez votre avis sur Internet, on s'en branle, tout le monde s'en branle et ça ne changera rien. Et puis la moindre chose, ce serait de se relire aussi. Parce que c'est une génération... Alors déjà ils nous critiquent, les jeunes ils écrivent plus à la main, tout ça. Alors il suffit de les voir sur Facebook, non mais merci quoi. Ils arrivent, mais à mon avis, c'est pas qu'ils sont mauvais en orthographe. C'est qu'à mon avis c'est tout simplement parce qu'ils ne se relisent pas. Il suffit d'écrire rapidement sur ton clavier, ne te relis pas, tu regardes même pas l'écran. Et puis rapidement, je direct envoyer. Ouais. Capable. Ouais. Mais il y a aussi une touche sur le clavier, c'est une grosse flèche. Oui. N'appuyez pas trop dessus. Hein. Voilà, le caps lock. Le caps lock, ça suffit. Oui, bonne journée, PTG 59. Voilà. C'est ça. Non mais... j'ai bien rigolé, hein. Comme dans ma jeunesse. À méditer. Et notamment, voilà, à méditer, bonne journée, le partage de Black Beauf, qui est un pilier de la culture boomer. C'est-à-dire qu'eux se moquaient de Dupont-Lajoie, qui était un plouc. Oui. Alors, bon Dieu, les boomers... mais c'est les pires tous de les tous. beaufs ne sont pas des boomers, par contre... beaucoup de boomers sont l'inverse, des Beaucoup de beaufs. boomers sont des beaufs, oui, et ça, ils sont très très forts. Parce que ça, c'est non seulement ils sont très présents civiquement, mais en plus ils sont très présents sur Facebook. Ouais. C'est leurs médias. Ils sont partout. Ils sont partout. Ils sont dans les campagnes, dans les villes, ils sont sur les réseaux sociaux. Voilà, c'est le ça. boomer. C'est le boomer, voilà. Merci pour Marine le coup, Le Pen. Marine avait bien compris sa génération. Marine l'avait compris. Mais c'est sa génération. Bah ouais. Hein. Mais voilà, donc voilà, donc le boomer. Oui, alors ça permettait notamment de répondre à une question à la politique du boomer, qui était comment se fait-il que le parti de droite soit autant un parti de couilles molles ? Parce que finalement, on pourrait se dire. Les partis de droite, en LR, Europe, mais en France, LR quoi. Ouais. Pourquoi est-ce qu'ils sont aussi mous ? Parce qu'après tout, on pourrait se dire, c'est clair que les gens veulent un truc plus radical que ça. Pourquoi est-ce que ces abrutis se sont entêtés avec Juppé, la centrisation et un escargot comme Wauquiez ? La réponse, c'est parce que leur électorat était boomer. Si tu veux, mou, c'est un seul mot qui peut définir tous les boomers. Ce sont des gens mous. Ouais, c'est vrai qu'ils ont ça. Ouais. Non, mais c'est la radicalité, avoir une colonne vertébrale solide, tout ce qui peut être un tant soit peu radical. Ouais. Non, c'est pas pour eux. Non, c'est pas pour eux. Je préfère être un... Jamais les extrêmes. Moi, je suis une limace, monsieur. Voilà. Jamais les extrêmes. Jamais. Faire un barrage aux extrêmes. Ah, toujours. La génération Castor. Hein. Voilà. Mais c'est ça, parce que les gens se disent, ouais, mais c'est bizarre, Wauquiez, il donne des signaux vachement populistes, machin et tout. Mais non, c'est des conneries. C'est-à-dire que Wauquiez, quand il était président de LR, qu'est-ce qu'il faisait ? Il disait des trucs, mais qui étaient vaguement un peu populistes, mais... On sentait qu'il le pensait pas, c'était clair. Oui. Et puis il faisait vraiment le minimum syndical. Voilà. Et derrière, par contre, ce qui était défendu, c'était les positions conservatrices qu'on sait. Oui, c'est ça, les et au final, mais ça servait à rien. Pourquoi ? Parce qu'ils savaient que leur électorat, c'était les boomers. Et donc, s'ils étaient dans un truc qui était un peu national, un peu identitaire, voilà, attention, les extrêmes. Non, attention, monsieur. Hein. Quand il parlait d'immigration, il avait dit qu'il fallait remettre en question. Hein. Ouais. C'était bon, voilà. Bon, attention, c'est un peu les heures les plus sombres, le bruit des bottes. Voilà. À méditer. Voilà. Non, plus jamais ça. Hein. Voilà, plus jamais ça. Franchement, non. D'ailleurs, le 14 juillet, enlevez-le parce qu'un défilé militaire. Non, moi je veux qu'au 14 juillet, c'est Eva Joly, moi je veux un défilé citoyen. Ah, oui, non mais. Et Facholi, un défilé citoyen, voilà. Et même si à une époque il crachait sur son père, et même si à une époque il crachait sur ses parents, il va aujourd'hui te ressortir le moi mon père il a fait la guerre. Oui, en plus. Parce qu'aujourd'hui il peut s'en enorgueillir. À une époque, au contraire, mais aujourd'hui c'est son orgueil. Il était jeune, le mec qui jetait des pavés quand il était jeune sur son père qui était policier pendant mai 68 va s'étonner qu'aujourd'hui ses gamins s'occupent plus de lui et le laissent mourir en EHPAD. Oui, c'est ça. Mais alors, tu dis, les boomers sont pas encore en EHPAD. Bah si, hein, les premiers ils peuvent l'être. Ah, les premiers, oui. Les premiers, mais ceux de, on va dire, des années... Oui, ceux de 46, ouais. Bah ouais hein. Mais ceux des années 60, non, pas encore. Les derniers 60, les derniers, malheureusement, marchent encore. Oui, non. Ouais. Parce que bon, malheureusement, d'ailleurs, c'est ce que j'ai pu voir dans mon domaine, c'est-à-dire que vraiment, ceux qui sont le plus dans les EHPAD actuellement, c'est ce qu'on appelle les anciens. Oui. Donc c'est vraiment la génération avant les boomers. Donc c'est ceux vraiment, c'est la génération guerre d'Algérie, Seconde Guerre mondiale, entre deux guerres. Les boomers ont commencé à rentrer mécaniquement. Mais je veux dire, pour le coup, justement, tu vois que ce sont des gens, ce sont les boomers qui les ont foutus dans les EHPAD. Oui. Les générations d'avant n'auraient jamais pensé à mettre son ancien d'ailleurs, pourquoi est-ce que dans une chambre où il se fera caca dessus parce qu'il n'y a pas assez d'infirmières. Oui, et d'ailleurs, pourquoi est-ce qu'il y a ce truc-là
où les anciens sont relégués dans les EHPAD et tout, c'est aussi pour des choix politiques qui ont été faits par les boomers, qui sont ceux de la métropolisation, c'est-à-dire la concentration du pouvoir et du capital dans les grandes villes, ce qui fait que les prix de l'immobilier sont ingérables, couplé à une immigration qui fait que de toute façon le salarié français n'a plus accès aux grandes villes, parce qu'il y a le serviteur du tiers-monde qui débarque. Le vrai parisien n'existe plus, le titre parisien est mort parce que maintenant il est francilien. L'Apache est mort. Oui, c'est ça. Et du coup, tu te retrouves avec quoi? Tu te retrouves avec des gens qui ont des toutes petites baraques où ils peuvent à peine vivre avec eux. Évidemment, tu peux plus héberger la génération dessus. Et en plus, non seulement tu peux plus, mais maintenant tu ne le veux plus. Oui. Avant c'était normal, mais maintenant, oh non, j'ai pas envie. Ouais, mais je préfère claquer 600 balles par mois. Ouais, c'est ça, mais les gens peuvent plus, non seulement parce qu'ils ont plus la maison, parce qu'ils ont plus le pognon, puis de toute façon parce qu'ils ont plus le temps, puisque maintenant t'es obligé avec les temps de trajet et compagnie, t'es jamais chez toi, t'es obligé d'avoir une baraque où tout le monde travaille, tu peux plus avoir le mec qui travaille. Eux-mêmes dans leurs vieux jours, les boomers s'en plaignent, mais ça c'est la société qu'ils ont voulu. Bah oui, c'est ça, c'est-à-dire que... ayez au moins la décence de l'assumer, messieurs. Et nous, comme eux, on ne voudra pas subir ça et on ne le fera sûrement pas, et on ne pourra sûrement pas. Bah c'est ça qu'en fait, les générations qui ont suivi les boomers, c'est-à-dire que les boomers arrivent à un pic, on a tout, puis directement t'as la génération qui a suivi complètement nihiliste, underground, qui eux vraiment ça, tu vois la différence, c'est-à-dire c'est le chômage, c'est rien. Nous, ta génération et la mienne, c'est un peu mieux. Ça va, on est entre deux eaux. Disons que nous, notre génération, en termes de niveau de vie et tout, parce qu'en fait la génération X a stagné par rapport aux boomers. Nous, on est la première qui réduit, les boomers vont réduire encore plus. Mais ou alors peut-être que simplement nous on s'y est fait. Ouais, je sais pas. Ça, on s'y est fait. J'ai l'impression que la génération X, c'était la génération No Future. Ah oui, c'était ça. Et puis nous, on arrive à la génération Z, on était là, genre, oui, vous aviez raison, en fait, No Future. Mais malheureusement, maintenant, c'est nous. Pas, mais malheureusement, ça ne vous arrive pas à vous, les boomers. C'est ça. Voilà. Alors, peut-être que pour terminer, on peut faire un peu de prospective. C'est-à-dire qu'à mon avis, ce qui va se produire, c'est que en gros, les boomers vont commencer à mourir dans les 20-25 ans qui viennent. Oui, dans 25 ans, il y en aura plus beaucoup. Ouais, c'est ça. En gros, en 20 J'adore les boomers, dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. C'est ça, en fait. Ils seront quasiment tous morts. À mon avis, à ce moment-là, il y aura un réalignement politique colossal. C'est en gros tous les partis de centristes bourgeois. De toute façon, on va redevenir sur de vraies lignes politiques, c'est-à-dire telles qu'elles étaient avant les boomers. Oui. Telles qu'elles étaient avant les boomers, telles que ça a été la politique. En France longtemps, c'est une politique polarisée, quoi. Oui, c'est ça. Ça a été. On va quitter ces partis mous qui n'ont qui n'ont pas d'idées, qui ont un programme complètement qui est digne d'une pieuvre. Oui, et puis surtout les items politiques vont changer, c'est-à-dire que déjà il n'y aura plus la référence à De Gaulle, parce que ça parlera plus à personne, tout le monde s'en foutra. On va enfin en finir. On arrêtera De Gaulle, je l'aimais pas quand j'étais jeune, mais... Ah ouais, bizarrement... Mais finalement c'est un grand homme, hein. Non mais puis donc déjà il n'y aura plus ça, il n'y aura plus du tout la peur de se confronter à la question migratoire, qui est un truc de boomer, parce que toutes les générations suivantes ont vécu avec, donc ils savent ce que c'est. On n'a absolument rien à faire, surtout la génération des zoomers, alors là, quoi qu'ils en pensent, que ce soit pour ou contre, le discours ethnique est complètement assumé. Bah oui, non mais oui, complètement. C'est-à-dire que l'idée de la république daltonienne, assimilationniste, personne n'y croit. C'est fini. C'est terminé, c'est mort. C'est bien. Donc voilà, il fallait que ça crève. Même ce qu'on avait dit sur les indigénistes, etc. Oui. Peu importe le côté, c'est vraiment la gauche ou la droite. On assume un discours ethnique. Voilà. Mais c'est ça. Ça revient de plus en plus. Donc ça va creuser. Ça, c'est bien. De la même manière, certaines briques du modèle social français n'auront plus d'intérêt. Genre la culture subventionnée, tout le monde s'en branle. Le syndicalisme, tout le monde va faire un trait dessus, parce que ce soit les syndicats. Quand tu regardes les recettes, c'était que des boomers. Tu regardes les recettes des films subventionnés, c'est voué à mourir. Heureusement qu'il y a les subventions. C'est sous respiration automatique, là, respiration assistée. Et en fait, le zoomer, nos générations, je pense nos deux générations un peu ensemble, essayent de tirer la prise que le zoomer essaye de maintenir. On essaye de débrancher les mauvais films, c'est tiens, clac, yes. Enfin retourner. On tire sur la prise alors qu'il y a au film de la génération avant les boomers. Voilà, nous on veut autre chose. Nous on veut du Audiard moderne. On veut pas. Donc, ce qui serait intéressant en termes de politique culturelle d'exception française, c'est pas de subventionner les films de merde. Ce serait de refaire ce qu'il y avait avant la fin de la Seconde Guerre mondiale. C'est-à-dire qu'en gros faire du protectionnisme sur le nombre de films étrangers dans les salles. Et c'est tout. Il n'y a pas besoin de plus. Ah bah oui. Mais voilà. Mais non. Pas pour eux. Mais non. On n'a pas le droit. De la même manière, je pense que, à mon avis c'est peut-être plus personnel, mais je pense qu'il faudra intégralement déglinguer tout le système universitaire, parce qu'il rentre mort au fac public, quoi. Mais absolument. Mais voilà. Mais à mon avis, voilà, c'est-à-dire que quand les boomers mourront, il y aura une offre politique tout à fait nouvelle, partagée entre les Français de souche qui sont plus du tout dans ces vieilles catégories pourries,
et nos amis les nouveaux arrivants. Et voilà, et Jean Kader, Jean Mohamed, voilà. Les remplaçants. Jean Mamoudou, tous. le Spider-Man de... C'est ça. Voilà. Alors sur ces remarques qu'on espère pleines d'optimisme et d'espoir pour l'avenir, moi je vous rappelle que vous pouvez nous écrire à thermopile@protonmail.com pour nous laisser des messages, quoi que ce soit. Sur Twitter @rthermopile, on a une page Facebook, une page YouTube, un SoundCloud, on a une page Tipeee sur laquelle vous pouvez nous faire des dons, ce qui nous aide à gérer nos dépenses, l'abonnement à SoundCloud, et il y aura bientôt peut-être autre chose, on vous en parlera dans le futur. Vous pouvez faire tout ça. Voilà, et à l'avenir, je vous enjoins prier à la Sainte Canicule. Voilà. La Santa Canicula. Voilà. Au revoir, priez la Sainte Canicule. Et les boomers qui auront quelque chose à nous dire, venez sur Facebook et envoyez un message à la page, et c'est moi qui vous répondrai personnellement. Voilà, et arrêtez Twitter, s'il vous plaît. Merci. Bon, et si vous êtes un gentil boomer, vous avez ce droit-là, mais pas plus. Voilà, juste ce droit-là pour vous. On vous garde. Voilà. Allez, au revoir et priez à la Sainte Canicule. Priez la Sainte Canicule, salut. Allez, salut.